les élections sont toujours un moment de bilan économique. Je pense que le prochain gouvernement va devoir relever 3 défis. La vie chère, l'immobilier et le social. Comme chaque semaine, nous avons le plaisir de retrouver le docteur Daniel Guggenheim pour sa revue de la presse économique. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, nous approchons des élections. Ce sera d'ailleurs votre dernière émission avant les élections. C'est une bonne occasion pour essayer de définir les défis principaux économiques d'Israël à la veille de ces élections. Oui. Dans tout pays démocratique, les élections est un moment où on fait un bilan économique et aussi on parle des défis qui sont bien sûr à relever pour ce qu'on espère un nouveau gouvernement stable. Je dirais, si je voudrais caractériser ici les principaux défis d'Israël et parler d'abord, bien entendu, de la vie chère. Nous savons que nous le disons souvent à cette chronique, que l'inflation annuelle maintenant est, en tout cas ces derniers mois, autour de un peu moins de 5%, même si c'est bien et que c'est mieux que la plupart des pays de l'OCDE, la moitié de ce qu'il y a en Amérique, par exemple, même moins de la moitié de ce qui se passe en Europe, c'est quand même beaucoup pour Israël qui s'était fixé comme objectif de faire 3%. Et donc, d'abord, qu'est-ce que ce gouvernement avait fait pour lutter contre la vie chère ? L'idée de Lieberman, du ministère des Finances, c'était d'inonder le marché israélien de produits étrangers pour faire baisser les prix ici. Et que ça soit surtout au niveau agricole, mais récemment, comme nous avons souvent parlé ici, même de beaucoup d'autres produits, en enlevant la bureaucratie en Israël, en permettant beaucoup ce qu'on appelle de teken, ça veut dire de s'adopter aux normes européennes et pas seulement à ce qui se passe en Israël. Maintenant, il faut voir, est-ce que d'abord ça a réussi ? Empiriquement, on a remarqué que, par exemple, inonder Israël de produits agricoles ou même de poissons et de choses comme ça, point de vue des consommateurs, cette année-là, on n'a pas tellement vu. On n'a pas vu que les prix ont vraiment baissé. Qu'est-ce qui s'est passé souvent ? C'est qu'il y a des intermédiaires entre le moment où ça vient d'étranger et le moment où ça vient dans notre assiette. Et comme apparemment, il y a un problème d'intermédiaire, il y a un problème de concentration, il y en a qui se sont permis de la baisse des prix d'importation pour augmenter leur marge. Mais le consommateur n'en a pas vu tellement l'avantage. Donc, peut-être c'est pas ça la solution. Une autre chose qu'il faut voir, et j'y reviens souvent, Israël est un pays qui, pour beaucoup de choses, a une indépendance alimentaire d'abord, une agriculture qui lui permet d'avoir des stocks et qui est très avancée, je pense technologiquement, et qui aussi a permis dans des périodes de crise, comme on l'a vu au début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qu'on n'a rien manqué point de vue agricole ici, parce qu'on a une agriculture stable. Il faut savoir que, par exemple, l'agriculteur européen est beaucoup plus subventionné par l'État que ne l'est celui d'Israël. Et également, si on élargit même les choses, si on vient et on dit, bon, finalement, je me base, comme on fait tous les pays européens depuis 30 ans, de ce qu'on appelle la mondialisation, on va demander aux pays qui sont moins chers de travailler pour nous, et puis nous, on va consommer moins cher. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que pendant les moments de crise, en Europe, en France, ceux qui savent, on manque de produits. Et donc, il faut faire très attention que si on inonde un pays par l'importation, on risque d'arriver à casser l'industrie agricole et l'industrie même et les autres secteurs industriels. Quelle serait la solution, d'après moi et d'après beaucoup d'économistes ? Ce que vous dites d'ailleurs souvent, Vox Populi, Vox Dei, vous êtes la voix de Dieu, c'est que Israël a un excédent budgétaire très important depuis un an, 50 milliards de shekels, c'est énorme, 33 depuis le début de l'année. On aurait pu faire deux choses. D'abord, faire ce qu'on appelle le bouclier tarifaire. C'est un peu peu faire pour l'essence. Ça veut dire, moi, l'État, je viens et je enlève mes impôts ou j'enlève les frais à certains producteurs ou autres pour justement que les consommateurs aient à payer moins cher et qu'eux, ils ne fassent pas faillite. C'est une des choses qu'on pourrait faire. Et une autre chose aussi, c'est vrai qu'il faudra faire seulement une réforme bureaucratique pour y arriver aussi à certains et aussi enlever certaines concentrations. Un second sujet qui est très important aussi, qui est un des grands défis d'Israël, c'est l'immobilier. Nous avions récemment parlé qu'il y a des millions on attend à une croissance très importante de la population, doublement dans quelques années, sans compter
terminer peut-être la LIA possible, même la loi du retour, etc. Et que Israël va être un pays où il faudra construire beaucoup plus. Et maintenant, c'est vrai qu'on construit plus, mais on construit plus lentement qu'avant. Parce que j'ai parlé récemment à quelqu'un qui est dans l'immobilier, qui vend des projets, il m'a dit, c'est terrible. Nous, les projets sont terminés, on laisse pas les gens rentrer, parce que les villes, il y a quelqu'un dans la ville qui ne veut pas remplir tel formulaire où vous pouvez rentrer, et c'est uniquement parce que montrer l'importance, quelqu'un va dire, moi je pars en vacances, ou des choses comme ça, et des fois ça retarde 2 mois et 2 mois, alors que tout est terminé. Et donc, il faut absolument que le nouveau gouvernement s'attache à ça, à voir qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait qu'on construit tellement longtemps ici, et faire comme au temps de Sharon. C'est très très simple. Moi, je crois que c'est l'argent qui fait tout. Sharon, lorsqu'il avait voulu, dans les années 90, donner beaucoup d'immobilier, de maisons, de logements pour les Russes, il avait dit aux promoteurs, vous me construisez vite, moi, plus vite vous construisez, plus je vous donne de l'argent. Et donc, ça sera une des solutions. Une dernière, ce que je voudrais dire encore, deux choses, c'est très très rapidement. Comme j'ai dit, on est maintenant à des taux d'intérêt très importants de la Banque d'Israël. On est autour de 4-5%. J'ai vu que maintenant, ça coûte 7% pour quelqu'un dans un emprunt moyen. Quand quelqu'un va aller à la banque, ça peut lui faire maintenant 7%. C'est énorme. C'est, à mon avis, le double de ce que sera l'inflation maintenant. Donc, c'est ce taux d'intérêt réel. Ce genre de choses, ça empêche les gens de consommer. Ça donc, empêche. Il faudrait redescendre. C'est un problème, c'est un défi à relever. Il faudra que le Banque d'Israël arrête d'augmenter ses taux et dès qu'il le peut, de faire retomber. Et une dernière chose qui est pour moi très importante, c'est la fibre sociale. J'espère qu'il y a une population défavorisée, on en parle souvent ici, qu'elle aussi, on trouve des solutions pour elle. Alors, on va rester peut-être dans le cadre de ces changements qui interviennent, puisque vous vouliez nous parler d'un accord salarial qui va définir les relations avec les syndicats de fonctionnaires, de fonctionnaires d'État. De l'enseignement. C'est-à-dire, de l'enseignement. Vous vous rappelez qu'on a failli avoir une grande grève à l'entrée, ce qui n'était pas passé depuis des années. Les dernières années, déjà en juin-juillet, on est arrivé à des accords qui fait que les gens n'avaient pas les craintes les derniers jours. Et là, ils ont en dernier jour, pratiquement, avaient décidé globalement de faire un accord, mais ils n'avaient pas été signé. Parce que ce qui se passe, c'est que lorsqu'on fait un accord, il y a encore quelques temps où il faut... chaque mot est très important et on finalise. Maintenant, pour la petite histoire, ça a été, signé il y a quelques jours, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il y en a qui ont refusé de signer, dont notamment celui qui est chargé au ministère des Finances des salaires. On appelle en hébreu Memoune al Sachar. Lui, il a refusé de signer parce qu'il dit un gouvernement qui va bientôt... il y a un problème juridique à le faire et il a une ordre de son collège juridique de ne pas signer. Mais tous les autres ont signé, donc je pense que c'est plus formel qu'autre chose. Qu'est-ce qui est intéressant dans cet accord? C'est que, d'abord, c'est 4,5 milliards de shekels qui est donné aux enseignants. Il y a aussi une revalorisation très importante du premier salaire qui va passer de 6 000, 8 000 et après 9 000 shekels. Les enseignants vont le voir déjà depuis octobre-novembre. Ils vont commencer à recevoir des avances de cela. Le ministère des Finances a réussi à mettre l'idée que le calendrier scolaire corresponde plus au calendrier du travail des gens, parce que c'est souvent un problème en Israël. On remarquera d'ailleurs j'ai déjà vu pour mes enfants et petits-enfants que maintenant c'est beaucoup mieux fait dans le système scolaire. Il y a des kaïtanot, des sortes de colonies scolaires lorsqu'il n'y a pas d'école. Et c'est beaucoup mieux que ce qu'il y avait quelques années, mais ça a été aussi une demande du ministère des Finances. Et enfin, dernière chose très importante, pour le ministère des Finances en tout cas, c'est qu'il a réussi à mettre ce qu'on appelle José Ishi, c'est-à-dire de faire payer des gens peut-être plus cher s'ils arrivent à faire de l'excellence. Et donc, c'est l'idée que le ministère des Finances voulait monter l'éducation en Israël de qualité et permettre un peu un budget aussi pour ça. Il faudra voir comment ça évolue tout ça. Alors, ça c'est un point important. On va parler aussi d'un sujet, on va dire, qui est aussi important, c'est la baisse de la rentabilité de l'épargne à long terme en Israël, de 4% en septembre. Ça veut dire quoi exactement ? Voilà. Et il faut que je rappelle ici, surtout pour les Olim, en France, lorsque les retraites, c'est le système de répartition. C'est-à-dire, on a travaillé toute sa vie, quoi qu'il arrive à la bourse ou n'importe quoi, on a le dernier salaire qu'on a et on reçoit une retraite toute sa vie qui est indexée ou pas, peu importe ce qui se passe en France, mais disons c'est ça l'idée. En Israël, la plupart des retraites sont très anciennes du budget de l'État, sont des retraites qui sont basées sur ce qui se passe à la bourse.
Et lorsque quelqu'un termine son travail, qu'il a travaillé pendant, je sais pas, 30, 40 ans, il va se retrouver avec plusieurs millions de shekels jusqu'à la fin de sa vie en retraite. Il peut pas les prendre d'un coup. On va lui donner ça mois par mois. Maintenant, comme c'est la plupart de cet argent, au moins 70%, est sur la bourse, il peut y avoir des moments où ça monte et des moments où ça baisse. L'année dernière, ça a commencé très fort, au moins 10%, et cette année, ça a baissé du même chose. Et ce qui est incroyable, c'est qu'au mois de septembre, comme vous l'avez souligné, c'est 4%, ce qui est énorme. Pourquoi je veux dire la chose suivante? Si maintenant quelqu'un part à la retraite, il n'est pas obligé de prendre immédiatement sa retraite. Et donc, c'est à lui de voir. S'il a besoin pour vivre, qu'il le fasse. Mais sinon, il peut se dire la chose suivante. S'il attend peut-être une certaine période, l'argent qu'il devrait recevoir sera plus important que ce qu'il aurait. Par exemple, il a droit à 2 millions, ça sera peut-être dans quelques mois 2 millions 200. C'est quand même, enfin, on peut pas savoir, mais disons, ça peut être beaucoup plus important que ce qu'il a maintenant. Et puisque c'est lié à la bourse. C'est évident, point de vue du marché boursier, près 1 an de baisse, c'est énorme. Et je ne sais pas si on est en bas du plancher, mais c'est à quelqu'un qui doit réfléchir si c'est bien vraiment le moment de prendre sa retraite, parce que s'il donne l'ordre maintenant de prendre sa retraite, c'est terminé. Il est maintenant fixé à la somme où il est maintenant, et ça peut lui donner une occasion, une perte très importante de ce qu'il a fait toute sa vie. Alors, on va aborder le dernier sujet parce que c'est un sujet qui certainement devrait intéresser de nombreux Israéliens et même des Olim, puisque, bien, il faut savoir, c'est un projet dont on parle déjà depuis plusieurs années, mais qui débute effectivement. On ne sait pas quand est-ce qu'il va se terminer. On sait qu'il a débuté, qu'il est en train de débuter. C'est la construction d'un pont qui va nous permettre d'arriver plus facilement dans la vieille ville de Jérusalem. C'est un pont entre, on va dire, Yemin Moshe et le mont Sion. On peut dire, oui. Tout à fait. Ça a été fait au moment des fêtes. La première paire, vous dites, on ne sait pas quand c'est terminé. En tout cas, ils se sont engagés. Elkin, qui était le ministre du Logement et de Jérusalem, se sont engagés à terminer ça en mai 2023. Donc, c'est pas quelque chose d'énorme. Ce qui a duré, c'est intéressant parce que ça revient au premier sujet. Il y a eu énormément de contestations juridiques de la part de beaucoup d'organismes, notamment les écologistes et autres, parce qu'ils trouvaient que ça va profondément modifier la vue de la vieille ville, et etc. Et c'est quelque chose qui se fait, après c'est terminé. Et donc ils sont beaucoup opposés. Et finalement, la justice a permis, après des années de contestation, de faire ce projet. Donc ça projette très rapidement. Et d'abord, c'est un projet d'un investissement de 20 millions de shekels. Il sera 200 mètres, c'est important, et ça sera une attraction touristique surtout. C'est-à-dire on pourra marcher sur ce pont-là et voir comme ça la vieille ville de haut. Maintenant, cet endroit-là, c'est intéressant parce que ça commencera à Boutor. Ceux qui connaissent un peu cet endroit-là, c'est un endroit déjà où la ville de Jérusalem, ces dernières années, a fait beaucoup d'efforts pour augmenter le tourisme là-bas. Il y a beaucoup là-bas d'activités qui sont faites, qui ont été faites d'ailleurs pendant les fêtes de Sukkot. Et donc, ça rendra encore plus attractif pour le tourisme, comme vous dites, cet endroit-là, et aux gens dans la ville. J'espère aussi que ça sera fait dans les délais. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Dr Daniel Gounaïm, pour cette revue de la presse économique de cette semaine. On se retrouve après les élections, peut-être probablement pas le mercredi prochain, puisque mercredi prochain, nous commenterons, c'est Olivier Granilli qui commentera les résultats des élections, donc, mais jeudi prochain, avec un petit peu de recul pour pouvoir un peu analyser la situation. Merci beaucoup, Dr Daniel Gounaïm, d'avoir été à notre micro ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci.